Buenos Aires n'est pas seulement la cité la plus peuplée d'Argentine, c'est également une des mégapoles les plus vastes d'Amérique latine. Le centre de la capitale couvre 200 km² et regroupe environ 3 millions d'habitants. Ce qui nous surprend quand on arrive à Buenos Aires, ce sont ces larges avenues, ces grandes artères, ces parcs, ces allées bordées. Une promenade dans les quartiers nord commence Plaza San Martín, à laquelle on accède en remontant l'avenue Florida. Plantée de vénérables palmiers, jacaranda, au milieu desquels se dresse la statue du libérateur, la place s'étend au sommet d'une petite colline, d'où la vue sur Retiro est agréable. Sous l'impulsion du président Roca, à la fin du XIXe siècle, la ville devint le Paris de l'Amérique latine. Impressionnés par le nouvel urbanisme haussmannien de la capitale française, les Argentins les plus influents de l'époque rapportèrent des idées et des matériaux de France afin de transformer leur cité en métropole cosmopolite. Nous sommes maintenant dans le quartier de San Telmo, l'un des plus vieux quartiers de Buenos Aires, là où est né le tango. Les origines du tango remontent à la fin du XIXe siècle. Le terme tango serait dérivé d'un vocable d'Afrique de l'Ouest, tambo, que les esclaves noirs établis en Amérique du Sud employaient indistinctement pour désigner un tambour, une danse ou l'endroit clos où ils organisaient leurs réjouissances. Ce qui était d'abord une danse a été créé dans les endroits les moins fréquentés de la capitale. À l'extrémité méridionale de Buenos Aires, le quartier populaire de la Boca est bordé au sud par le canal de Riachuelo. L'endroit est célèbre pour ses constructions de tôles peintes de couleurs éclatantes et pour la population génoise de marins et de dockers qui l'habitaient au siècle dernier. Les maisonnettes de tôle qui sont assénées dans les quartiers de la Boca et d'Avellaneda ont été faites avec des matériaux récupérés dans les navires abandonnés. Les Génois ont été les premiers à mettre cette idée en pratique et leur style s'enrichit bientôt des couleurs chatoyantes, inhabituelles à Buenos Aires, qui caractérisent la Boca. Le goût de la couleur qui prédomine dans le quartier résulte également de l'influence d'un des plus grands artistes argentins, Benito Quinquela Martín. Les habitants de la Boca, pour qui l'artiste était un véritable maître, reprirent ces couleurs pour badigeonner leur demeure. Les teintes se firent de plus en plus flamboyantes et un dialogue unique s'instaura entre la population et son peintre. Quinquela investit El Caminito, une ruelle dont le nom signifie le petit chemin, et la décora de peintures murales et de reliefs colorés. Tiens, j'ai déjà vu cette silhouette quelque part. Le tango est à l'Argentine ce que le fado est au Portugal, le flamenco à l'Espagne. Et c'est une véritable religion, une seconde nature. Quand on a vu le tango dansé par des Argentins,
on ne pourra plus jamais écouter cette musique de la même façon. Le décor formé par les maisons bigarrées et le linge coloré qui pend aux fenêtres est des plus plaisants. Sur la longueur d'une quadra, des artistes proposent des aquarelles témoignant ainsi de la persistance d'un art vivant. La Boca est aussi célébrissime pour son stade de la Calle Bransen, qu'on nomme la Bombonera, la Bonbonnière, et pour son équipe de football, les Boca Juniors, dans lequel Maradona a joué lorsqu'il était jeune. Nous sommes maintenant dans le centre de Buenos Aires, sur l'Avenida de Mayo, au niveau de la Quadra, qui porte le numéro 1000. Une autre perspective s'étire vers le nord. L'Avenida de Mayo est considérée par les Argentins comme la plus large du monde. Il est vrai que d'un trottoir à l'autre, elle couvre 140 mètres. Et nous sommes maintenant dans la rue piétonne la plus populaire de Buenos Aires, l'avenue Florida. Une rue piétonne où il y a énormément de monde, une rue qui ne dort pratiquement jamais et où, bien entendu, le tango est omniprésent. Là, nous avons quelque chose d'assez curieux, c'est quelqu'un qui prend l'attention des passants. Un peu plus loin, des enfants essaient de gagner quelque argent. Et toujours le tango. Le tango n'a pas d'âge. Le tango est éternel. La galerie Pacifica qui relie la Calle Viamonte à l'Avenida Cordobés compte parmi les plus célèbres du quartier. On y trouve tous les magasins de luxe. Une foule compacte déambule sur l'avenue Florida, entre les musiciens, les mimes et autres battleurs qui font de cet endroit une véritable salle de spectacle à ciel ouvert. Et nous allons terminer notre premier jour à Buenos Aires en admirant encore ces danseurs de tango extraordinaires. Toute l'Argentine se trouve. Nous apercevons l'enclos où sont déposés les chiens par les maîtres relativement fortunés et qui sont promenés en ville, en groupe, par des chômeurs. La statue de San Martín est copiée sur la statue de Louis XIV qui se trouve place des Victoires à Paris. Nous passons devant le ministère des Affaires étrangères. Au début du XXe siècle, les riches Argentins qui firent fortune grâce à l'invention de la réfrigération dans le commerce du bœuf partirent en Europe et furent tellement éblouis par ce qui se faisait là-bas à l'époque, et entre autres par Haussmann en France, ils revinrent en Argentine avec des architectes italiens et français. Ils voulaient montrer ainsi ce qui était la puissance de l'argent. Nous passons maintenant devant un grand parc où se trouve une superbe sculpture moderne créée par un architecte argentin. Tout est électrique et cette fleur extrêmement stylisée s'ouvre le matin et se referme le soir.
Nous sommes maintenant dans le quartier résidentiel de Recoleta, où se trouvent les demeures des familles les plus aisées de Buenos Aires. À l'endroit de cette statue se trouvait la résidence du général Perón et d'Eva Perón, qui a été détruit par les militaires pour que ça ne soit pas transformé en mausolée. Nous arrivons maintenant à l'église Notre-Dame El Pilar, qui est une ravissante petite Recoleta, qui veut dire retraite en espagnol. C'est un couvent franciscain dont l'édification s'étendit de 1724 à 1732. Elle présente une façade blanche à l'andalouse dont les éléments décoratifs sont peints à l'ocre jaune. L'intérieur est d'une grande noblesse de proportions. Les retables latéraux sont du portugais Pedro Carmona. Nous arrivons maintenant au cimetière de Recoleta, qui regroupe les tombeaux des familles les plus riches et les plus célèbres de Buenos Aires. Le cimetière reflète les fractures qui caractérisent depuis toujours la société argentine. Les plus grands personnages y reposent à côté de leurs pires ennemis. Cette jeune Argentine est décédée en Autriche, prise dans une avalanche, et on dit qu'au même moment, son chien, resté en Argentine, serait mort foudroyé. Nous allons arriver maintenant dans le tombeau de la famille Duarte. C'est celui sur lequel on vient le plus se recueillir. Sous 9 mètres de terre et de béton, la dépouille d'Evita Perón est protégée des profanateurs qui seraient tentés de la faire disparaître, comme ce fut le cas en 1955. Looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing. La statue d'un immigrant français venu en Argentine en 1832, sans travail, et qui fit fortune dans la peinture, et devint président de la République, l'ambassade de France. Et nous revoici dans le quartier piétonnier de Buenos Aires, l'avenue Florida, où, comme toujours, règne en maître le seigneur Tango.
cours particulier de tango. Et nous allons maintenant dans un cabaret très célèbre à Buenos Aires qui porte le nom de Nestor Fabiola, qui fut l'un des plus grands chanteurs de tango. Nous avons droit à une leçon de tango. Et pendant 1 heure, nous allons essayer, tant bien que mal, certainement plus mal que bien, d'apprendre les rudiments du tango. Au moins, on aura passé un bon moment. Et pour finir, nous serons récompensés car on a eu notre diplôme.